Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui redémarre plutôt dans le calme avec un agenda des prochains jours qui sera marqué par la montée en puissance des publications d'entreprises, les résultats du troisième trimestre arrivent. Nous sommes entrés en pleine période de publication des résultats des grandes entreprises aux États-Unis et en Europe. Et pour les entreprises françaises, il faut noter que 9 sociétés du CAC 40 publieront leurs chiffres d'activité trimestrielle au cours de cette semaine. Nous aurons également quelques gros poids lourds européens type ASML dans le secteur des semi-conducteurs ou encore Nestlé dans le secteur de la grande consommation. Et puis côté américain, on terminera avec le secteur bancaire aujourd'hui. Les résultats de Bank of America ont été publiés en ce début d'après-midi avant l'ouverture des marchés américains. Et puis nous aurons également au cours de la semaine quelques grandes valeurs comme Netflix ou encore Tesla qui publieront également leurs résultats trimestriels côté américain. Du côté des politiques publiques, on notera les premières annonces du nouveau chancelier de l'échiquier britannique, Jeremy Hunt, qui confirme en ce moment même l'abandon de la plupart des baisses d'impôts qui étaient prévues dans le mini-budget du 23 septembre dernier du gouvernement de Liz Truss. Dans le même temps, la partie budgétaire va être également rabotée puisque Jeremy Hunt signale que le bouclier tarifaire qui permettait de contenir et qui permet de contenir la facture énergétique des ménages au Royaume-Uni prendra fin à compter d'avril 2023 quand ce dispositif devait au départ durer 2 ans. L'ensemble de ces mesures doit permettre d'économiser à ce stade 32 milliards de pounds sur un budget global qui avait été estimé autour de 150 milliards dans le mini-budget du 23 septembre prochain. Je vous rappelle que la séquence nous mènera également au 31 octobre avec un détail encore un peu plus précis de la trajectoire budgétaire britannique, notamment la trajectoire de finances publiques sur le moyen terme. Et puis le 3 novembre, la réunion de la Banque d'Angleterre. Voilà pour la séquence britannique toujours en cours. Côté chinois, le congrès s'est ouvert. Xi Jinping a réaffirmé la stratégie zéro Covid, la stratégie économique qui vise également la prospérité commune en Chine, avec là un agenda macroéconomique qui est un peu décalé pour la Chine, puisqu'on devait avoir un certain nombre de statistiques et notamment l'estimation du PIB pour le troisième trimestre en Chine qui devait être publiée demain et qui a finalement été reportée sans précision supplémentaire. On peut imaginer que la période de congrès pour les prochains jours pousse l'appareil statistique chinois à reporter peut-être ces publications qui étaient également attendues. Et dans ce contexte, les marchés restent plutôt calmes en ce début de semaine. Le plan de trading à suivre comme chaque lundi à 12h30 avec un nouveau partenaire. Ce sont les équipes d'IG qui vont nous accompagner pendant les prochains mois pour le plan de trading de Smart Bourse que vous retrouvez chaque lundi à 12h30. Et c'est Alexandre Baradez qui est avec nous en plateau pour ce rendez-vous cette semaine. Le plan de trading de Smart Bourse avec un nouveau partenaire, donc chaque lundi à 12h30, ce sont les équipes d'IG qui nous accompagneront pour ce rendez-vous hebdomadaire. Alexandre Baradez, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef analyste chez IG, donc ce rendez-vous se poursuit désormais avec vous et les équipes d'IG. L'idée étant toujours la même, de faire un état des lieux technique du marché et d'envisager les scénarios possibles dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. État des lieux après une semaine qui aura été encore une semaine très agité, on l'a vu sur les indices actions, Alexandre, avec l'idée que la plupart des grands indices actions sont allés retester des points bas de l'année, voire de 2 ans aux États-Unis et en Europe, mais que sur ces niveaux-là, on n'a pas observé de relais supplémentaires à la baisse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une étape qui a été franchie. Les gros indices, que ce soit les indices européens, les indices américains, ont repris la partie excès, ce qu'on peut qualifier d'excès, au-dessus des niveaux pré-Covid finalement, et on est revenu sur ces niveaux de 2020, février 2020.
Il y a des gros indices américains également. On parle du Dow Jones, par exemple, qui est revenu même un petit peu en dessous de ses niveaux. Le Russell 2000 aussi, les small cap US sont même carrément en dessous des niveaux pré-Covid. Et puis les très gros indices, donc plus sensibles à la tech, S&P ou Nasdaq, eux, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. S&P, il faut 4-5% pour étaper le niveau de février 2020. Et Nasdaq, voilà, là aussi, un bon 6-7% pour y aller. Donc on parle du point haut avant le déclenchement de la crise Covid, fin février. Avant l'accélération, avant que le marché commence à chuter. Et c'est vrai que si on regarde en Europe, effectivement, le CAC 40 par exemple. Prenons le CAC Total Return. Donc dividende réinvesti, effectivement, celui qu'il faut regarder quand même de temps en temps pour bien comprendre où on en est. C'est ça, parce que dividende réinvesti, effectivement, on a souvent l'image du CAC qui est sous ses sommets de 2000, bulle Internet, et puis de 2007, crise des subprimes. Mais en fait, non, quand on inclut les dividendes, et c'est ce qui montre aussi que les marchés, vous êtes toujours gagnant quand vous restez sur la durée sur les marchés. Le CAC le montre très bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le CAC dividende inclus, on voit la partie excessive où on est sorti donc par le haut de cette zone vraiment très, très tendancielle depuis les années 2010. Et finalement, on a réintégré cette espèce de canal, en fait, et on revient sur les niveaux de pré-Covid. Et donc, c'est un vrai palier. C'est un niveau où on peut se dire que techniquement il y a des choses à tenter là-dessus. Alors effectivement là c'est plan de trading, donc est-ce qu'à très court terme ce sera payant? Ça, personne n'a la réponse absolue à cela, mais c'est clair que l'environnement dans lequel on retouche ces niveaux-là, il y a encore une volatilité aux alentours de 30 en Europe, le CAC DAX à 30, sur la partie américaine 32 ce matin. C'est pas des niveaux où on peut se dire que on a touché avec ce qu'il nous fallait comme capitulation possible, avec une volatilité qui d'un seul coup spike et puis commence à retracer. Là il n'y a pas eu de pic de vol en fait, la volatilité a progressé et puis elle s'installe à 30. Donc, ce qui manque quand même, c'est des catalyseurs aussi un peu macro. Techniquement, il y a des choses très évidentes sur ce niveau-là. Il faudrait qu'on assiste à ce qui a amené finalement à ce marché à baisser, des taux qui montent, un dollar qui était très fort aussi, des banquiers centraux, un message pour l'instant quasiment à sens unique. Il faudrait qu'on ait le cumul entre retester ces niveaux et puis commencer à avoir une détente sur des facteurs un peu macro en fait. Taux, politique monétaire, géopolitique ce serait le mieux. Et c'est ça qui manque encore un petit peu au-delà des niveaux techniques. En fait. On ne voit pas... à court terme en tout cas, quand je dis à court terme, à horizon quelques semaines ou quelques mois, ce qui pourrait vraiment changer dans le paysage global macro. Non, ça, on ne voit pas, mais on voit quand même qu'au niveau des banquiers centraux, pour faire très rapide, la semaine dernière, c'est Mary Daly, par exemple, de la Fed. On a vu des petites phrases comme ça qui nous laissent comprendre que ce que la Fed ou Wester George a les mêmes propos, qu'ils nous font prendre conscience qu'eux ont intégré le fait que la Fed a fait beaucoup de choses et que ça va produire ses effets a posteriori. Donc, en gros, sous-entendant, il ne faut pas non plus en faire trop à court terme parce que ce qu'on a mis va produire des effets. Et d'autres phrases qui laissent entendre que la Fed, on le sait, elle est data dépendante. Mais Marie Daly, elle le répète, elle nous a dit l'immobilier ralentit, les ventes de détail ralentissent, etc. Ce genre le marché du travail refroidit un peu. Voilà. Et c'est pas non plus le Jérôme Powell de Jackson Hole. Voilà. C'est-à-dire que derrière le logiciel hawkish, il y a quand même un cerveau dovish qui reste présent chez certains ou certaines banquières centrales. Complètement. Et puis surtout, il nous rappelle aussi que, et ça, on le sait, mais c'est bien de l'entendre dire de la part de banquiers centraux, c'est que les données d'inflation, elles sont retardées. C'est des données qui intègrent des données qui sont déjà, qui appartiennent déjà au passé. Ça veut donc dire que les banquiers centraux, certains d'entre eux, comprennent que tout ne repose pas que sur l'inflation, qu'il y a des indicateurs aussi avancés, du coup, qui donnent déjà des signaux peut-être de quelque chose. Donc, c'est pas encore assez costaud pour que le marché se détende, on n'a pas encore des signaux pour l'instant sur le CAC, mais en tout cas, d'un point de vue technique, on est sur un gros morceau. Comment on regarde la situation à plus court terme, là, si on regarde le CAC 40, par exemple, en hebdomadaire, weekly, Alexandre? Il n'est pas trop court terme, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on est là aussi sur du hors dividende, ce qui est le cas actuellement à l'écran. On voit qu'on est sur des très gros niveaux techniques. On voit des zones qui relient tous les points bas en fait post-crise et subprime. On est venu la chercher au point près cette zone-là, et puis une deuxième zone qui recouvre des sommets de 2009, des sommets de 2013, etc. On voit que c'est une vraie zone technique sur laquelle on est tapé et on tente de rebondir. Donc ça renvoie le même message, c'est-à-dire que pour aller plus bas, il faut que on met le technique et la macro là, et la géopolitique. Il faut, pour que ça aille plus bas, il faut que quelque chose, un risque qu'on a déjà vu, soit se durcisse. Effectivement, des chiffres d'inflation qui seraient encore pires, un pétrole qui repart complètement, malheureusement un truc géopolitique où ça se durcit. Mais s'il n'y a pas ça, ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas considérer que ces supports soient fragiles. Ils ont tenu et ils renvoient le CAC. Donc pour l'instant, moi je serais plutôt observer, est-ce qu'il y a du relais dans cette phase de rebond? Et là, on peut zoomer encore un peu plus sur le CAC en unité 1 heure, donc c'est le troisième graphique. En daily. Voilà, on voit que sur 6050 points, depuis quelques jours, c'est la zone où le marché tente une fois de se reprendre. Il vient combler le gap qui s'était ouvert dans la phase d'accélération. On tente deuxième fois la semaine dernière de rater sur les 6050, on les a à peine touchés. Et finalement, on observe une phase un peu consolidante depuis une quinzaine de jours qui se met en place. Et donc, ce qu'il faut regarder là, c'est, on va pas essayer de deviner si on est sûr que ça aille par le haut ou par le bas. Par contre, c'est une fois que le marché oscille, s'il va une troisième fois à 6050, sur par exemple une détente des taux US, sur un euro qui rebondirait un petit peu, ce qu'on vient de décrire là, une
une donnée qui fasse que le marché ait envie d'aller chercher 6050 une troisième fois. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de chercher effectivement l'accélération jusqu'à l'oblique. On voit une oblique qui passe par les creux de juin-juillet et qu'on retrouve ensuite au mois d'août. Elle n'est pas beaucoup plus haut dans la zone des 6200 points. Mais ça donnerait après 150 points de target à aller chercher sur un petit rallye court terme pour le marché. Donc on voit comme ça les marges de progression si on commence à sortir sur les 6050. Mais à ce stade, c'est vraiment une logique de range qu'on décrit, Alexandre. Oui, ce serait pas... Vu que de la manière dont on décrit l'inflation, cette inflation collante, d'accord, on va avoir du mal à se débarrasser. On voit que les banquiers centraux ne sont pas embarqués dans un truc de 3 jours. On rappelle quand même, 300 points de base de hausse de taux de la Fed. On a eu le core CPI year on year, le plus élevé du cycle, à 6,6%. On peut discuter de tous les détails qu'on veut. Je veux dire, ça reste quand même pas bon pour la Fed. Ça reste pas bon et puis ça va pas s'évaporer. Surtout, c'est qu'on peut avoir effectivement un Q4 où les chiffres s'améliorent. Ce sera probablement le cas parce qu'en amont, regardez la semaine dernière, on a eu les prêts d'importation, par exemple, qui ont tous des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis presque un an et demi. Ces niveaux qu'on avait presque, pas tout à fait, mais déjà en 2014-2015. 6% de progression des prix à l'importation, c'est pas les 12% qu'on avait encore au mois d'avril. Donc tout ceci, ça va infuser progressivement en aval. Sauf que on sent qu'on a quelque chose d'assez inerte. Et donc, il serait pas illogique d'avoir un cas qui a beaucoup baissé sur des facteurs bien identifiés et qui, à un moment donné, quand ces facteurs se cristallisent un peu mais ne s'évacuent pas, eh bien, une zone un peu plus latérale, en fait. Et c'est un peu le risque, c'est que si le marché tape 6050, on peut tenter d'y aller parce que si le marché a envie de faire 150, il faut y aller. Mais si ça ne paye pas tout de suite et que le marché se replie de quelques dizaines de points, il ne faut pas insister. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore assez mûr pour y aller. Soit il paye très vite et on prend 3% de hausse assez rapide. Si ça commence à hésiter au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et qu'on réintègre cette zone, ça veut dire que le marché a encore envie de rester dans cette zone, quoi, tout simplement. Fondamentalement, cette logique de range, ça peut être très pénible, évidemment, pour les investisseurs. En même temps, ça nous dit qu'on a intégré quand même un grand nombre de risques à la baisse. Oui. Et ça nous dit aussi qu'on n'a pas envie de repartir tout de suite, peut-être dans un enthousiasme, voire une euphorie boursière qui a été franchement calmée depuis quelques mois. C'est plutôt sain, finalement. C'est ça, et puis en plus, il y a des alternatives. Il y a des alternatives sur l'obligataire. Vous avez des rendements en court terme qui sont assez formidables aujourd'hui. Alors certes, en taux réel, c'est un petit peu moins quand même, mais il y a quand même du rendement, même en réel aujourd'hui, positif sur des taux 10 ans US, par exemple. Donc c'est vrai que l'investisseur a du choix. Il a du choix, exactement. Il a du choix. Et pour que ce choix, cette vision du choix soit modifiée, il va falloir que dans les 3 gros facteurs de risque, notamment géopolitique, monétaire et puis la partie macro-globale, il faut que ça change un petit peu. Alors c'est vrai que le congrès du parti, vous en avez parlé, il n'y a pas eu de game changer dans ces annonces pour l'instant. Le congrès va encore durer. Quelques petits trucs sur la technologie, où on apprête un peu l'oreille quand même. Xi parle de besoin de renforcer cet aspect technologique. Est-ce que c'est une porte qui va s'ouvrir sur un peu plus de souplesse pour la tech qui a vraiment été mise sous couvert depuis 2021 sur l'aspect réglementaire peut-être? On pourrait voir mais ça peut aussi être sur l'aspect surveillance, l'aspect contrôle. Donc voilà, chacun y voit un petit peu ce qu'il a envie de voir, mais on va regarder aussi ces facteurs alentours. C'est-à-dire que le CAC est très sensible à la Chine aussi, via des sociétés qui exportent aussi. Ce qu'on note simplement, c'est que les valeurs cycliques depuis quelques jours tiennent un poil mieux que les valeurs purement croissance. Ouais. Et donc, s'il s'avère, et malheureusement on n'aura pas les stats chinoises, moi j'aurais aimé les avoir, si on avait les stats chinoises typiquement là, qui s'améliorent un peu, et que le CAC commence à taper 6050, là vous avez un bon signal du cyclique qui rebondit sur les stats chinoises, là ça a des signaux techniques plus de la macro. Qu'est-ce que ça donne si on regarde le DAX allemand ? L'Allemagne est en première ligne sur ces sujets, sur la question du ralentissement chinois, sur la question de la crise énergétique, etc. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration technique du DAX ? Déjà, d'un point de vue, il faut savoir que le DAX tel qu'il est représenté là, il inclut les dividendes. Donc lui, il inclut absolument tout. On pourrait dézoomer encore un petit peu, ce que j'ai pas fait, mais en fait, le niveau de 12 000 points, c'est des niveaux qu'on connaissait déjà en 2015. Dividendes inclus. Donc ça veut dire qu'on a vraiment fait une marche arrière complète, alors que la perf des boîtes allemandes n'est pas revenue, même si elle s'est dégradée, n'est pas revenue sur les niveaux de 2015. Donc il y a quand même un sacré retour en arrière, et techniquement en plus, des niveaux qui parlent, ça pour les algos, pour les gérants aussi. Vous avez des grosses obliques comme ça qui passent par des creux formés post-crise des émergents. Vous avez des obliques qui passaient par les niveaux de Covid, le sommet pré-Covid, puis un deuxième sommet avant une rechute du DAX. C'est des niveaux qui sont très visibles et qui correspondent à des niveaux de retracement de 50% de l'indice de tout le rallye post-Covid. Ouais. C'est un vrai up technique en fait. C'est puissant quoi. C'est puissant et donc un investisseur, il trouve du gras à moudre là-dedans. Un investisseur, la question ne se pose pas, c'est des niveaux intéressants. Le trader, il est scotché dans une zone où il voit bien que ça aussi, c'est une zone pivot. Donc il n'y a pas matière à être ultra vendeur si vous n'allez pas retaper les zones à 11 006, 11 007. C'est ça les zones dangereuses. Il faut qu'on ait, pour shorter, il faut que vous ayez un truc qui vous dise j'ai envie de le faire. Shorter un indice qui a déjà retracé 50% d'un nombre rebond. Il faut dire il peut perdre encore 10, 15, 20%. Il peut, mais il faut qu'il y ait un truc qui fasse peur et qu'on n'ait pas encore vu. Donc il faut déjà un signal technique. Tant qu'on n'y est pas, moi je suis pas très favorable pour ce genre de scénario. Et c'est plutôt le positionnement comme pour le CAC. C'est-à-dire qu'on a vu que les cycliques tiennent un poil mieux depuis quelques jours. Si ça veut durer, c'est-à-dire si on arrive à retester les plus hauts des derniers jours. Donc on pourrait zoomer sur un graphique, le dernier graphique en unité 1 heure, où on voit une petite zone de résistance
des derniers jours, je ne l'ai plus en tête, on va la voir à l'écran. Mais en fait, si on revient à cette zone des 15 derniers jours en gros de résistance, voilà, on la voit ici, c'est 12 650, 12 007. On voit qu'après, d'un point de vue technique, il n'y a pas grand-chose dans la zone des 13 100, 13 200. Et là aussi, ça vous donne en fait un objectif technique à aller chercher. Et ça peut être, oui, un double creux, ça peut être, il y a plein de possibilités graphiques là-dessus, mais ce qui manque, c'est le trigger. Donc le déclencheur, techniquement, on l'a pas. Si vous avez une bonne news, des taux qui refluent par exemple, ou une rumeur sur une banque centrale, comme la BCE, tiens, vendredi dernier, ou voilà, des sources de la BCE qui parlent, si ça vous déclenche le signal 12 007, derrière techniquement, vous pouvez chercher quasiment 400 à 500 points. Ça vous donne un objectif de gain avec un risque finalement qui est assez mesurable. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le front des devises pour conclure, Alexandre? Parce que beaucoup de la discussion se retrouve dans la force continue du dollar, par exemple. Oui. Ben, il faut bien regarder justement en parallèle, en signaux corrélés. Si vous avez un DAX qui tape 12 007 avec un euro qui rebondit au même moment, ça c'est plutôt des bons signaux. Parce que l'euro a baissé en même temps que les indices, suite à la force dollar, à la force des taux. Si le dollar se détend, donc l'euro rebondit un peu, ça ramène les indices avec. Et puis vous avez aussi des actifs un peu à risque qui repartent aussi un petit peu. L'euro qui remonte, c'est riscon aujourd'hui. C'est riscon, oui, complètement riscon, complètement. Et surtout, par exemple, ça vient de la géopolitique aussi. Ça peut aussi venir de là. On attend beaucoup de la partie monétaire. On a vu la semaine dernière, très très brièvement, Poutine a eu quelques déclarations. Alors encore une fois, on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, mais qui change un peu par rapport à les jours précédents. Ben, les indices, le DAX, le petit spike qu'on voit là vers 12 600 et quelques, ça s'est fait là-dessus. Donc c'est-à-dire que le marché est prêt à un moment donné à acheter de ce qui serait le début d'une petite détente géopolitique. Reste à avoir la preuve d'un de ces éléments de détente. Et le marché est un peu comme Saint Thomas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a vraiment envie de voir les choses les yeux dans les yeux avant de. C'est ça. Et donc pour le trading, il faut signal technique et il faut qu'il y ait un driver. Pas que du technique, il faut qu'il y ait un driver en plus. Et si en plus les volumes s'accroissent et que l'euro rebondit, là vous avez les bonnes planètes qui s'alignent pour chercher effectivement 400, 500 points de plus. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez donc et les équipes d'IG qui nous accompagneront désormais pour les prochains mois pour ce plan de trading de la semaine à retrouver chaque lundi à 12h30 en direct sur Bismart et en replay bien sûr sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Et poursuivons cette discussion de marché avec John Plassard qui est avec nous à distance, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. On parlait des éléments techniques de marché avec Alexandre Baradez d'IG qui est à mes côtés en plateau. Il y a eu une journée quand même particulière la semaine dernière sur le marché américain, John, et je pense qu'elle mérite cette séance qu'on y revienne. La séance de jeudi qui a vu, alors on appelle ça un reversal, un renversement de tendance peut-être historique dans les annales du S&P 500, en tout cas depuis qu'on mesure et qu'on quantifie ces phénomènes intraday. On a eu un S&P qui est passé de moins 2,5 à plus 2,5 au cours de la séance de jeudi dernier. C'est ça, John? Ça n'arrive jamais? Non, ça arrive quasiment. Je crois que c'est arrivé à 5 ou 4 reprises depuis le début du S&P 500. Donc, bonjour Grégoire, c'est évidemment une tendance absolument folle. Il faut rappeler ici qu'elle a été initiée, cette tendance de jeudi, sur des rumeurs, vous venez d'en parler avant, sur des rumeurs comme quoi le pivot de la Banque Centrale Européenne pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu. C'était une information de Reuters, alors une information totalement fausse, bien évidemment, mais ça a suffi à déclencher des short squeeze. Vous avez eu des gens qui ont racheté à bon compte, des gens qui attendaient, le marché est totalement survendu, et puis vous avez aussi après des interprétations sur des informations qui proviendraient de la Russie, où évidemment personne n'en a aucune espèce d'idée. Donc aujourd'hui, il ne faut pas essayer d'être plus savant que les savants et simplement se dire qu'on navigue totalement à vue. Évidemment, ça va dépendre de l'évolution des statistiques économiques. Vous l'avez dit avant, Grégoire, avec les résultats des entreprises. Mais évidemment, c'est l'inflation qui va compter. Et on sait très bien qu'ici, on est dans ce fameux combat d'essayer de tuer l'inflation par la récession, c'est-à-dire de continuer de monter les taux. Et on en parle, Grégoire, il me semble, presque depuis le début de l'année. Le problème, c'est qu'évidemment, il faut avoir assez de munitions après pour les rebaisser. Et la Banque Centrale Européenne, évidemment, n'a pas ces munitions. La Banque Centrale américaine un peu plus, mais on voit ici qu'on est dans une situation qui n'est pas drôle et encore moins, et qui est encore plus compliquée, je dirais, parce que vous avez un élément qui n'est pas maîtrisé et qu'on ne peut comparer
avec les anciennes crises, c'est le fait que vous ayez le plein emploi aux États-Unis notamment et aussi en Europe, ce qui perturbe la lecture des analystes, des économistes et des banques centrales. Ouais, ça complique effectivement le mandat, enfin la gestion de la politique monétaire avec effectivement un taux d'emploi qui est très élevé aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Si on prend le cas britannique, John, donc la séquence évidemment se poursuit, séquence qui va être très politique à nouveau cette semaine. Le nouveau chancelier de l'échiquier, ministre des Finances, Jeremy Hunt, entre en piste aujourd'hui. Est-ce que la situation est à peu près stabilisée, en tout cas pour le court terme, sur le plan des marchés et sur le plan politique au Royaume-Uni aujourd'hui, John ? Pas du tout. C'est le flou total. Alors évidemment, Jeremy Hunt est en train de parler actuellement, en train de rappeler que le gouvernement va revenir sur quasi la totalité des propositions, le mini-budget dont vous parliez avant, Grégoire, qui avait été annoncé le 23 septembre. Vous avez des nouvelles mesures qui devraient se traduire par des recettes supplémentaires de 32 milliards de pounds, mais évidemment, c'est le flou total. Alors aujourd'hui, on a un peu de détente, mais il faut quand même rappeler ici que de plus en plus du côté du parti de la Première ministre, eh bien, on est dans des mesures de confiance qui pourraient être mises en place et potentiellement, on ne peut pas exclure que Madame Truss démissionne ou soit contrainte de démissionner durant ces prochaines semaines. Donc on voit que c'est le grand flou. Alors qu'est-ce qui stabilise aujourd'hui les marchés ? C'est que la Banque centrale d'Angleterre a dit qu'elle envisageait de reprendre les ventes d'obligations d'entreprise la semaine prochaine. Donc on a l'impression que à travers ces annonces qui ont été faites ce matin, on essaye de raconter à la communauté financière qu'on est assez en confiance pour reprendre ce type d'achat d'actifs. Mais évidemment, on va, et c'est peut-être la thématique du jour, on va naviguer à vue sur cette économie britannique parce que vous avez des interrogations sur la question politique, je l'ai dit avant, vous avez des interrogations évidemment sur l'inflation. Je vous rappelle quand même, Grégoire, que pour l'année prochaine, début d'année prochaine, vous avez des institutions comme Goldman Sachs qui attendent 22% d'inflation pour la Grande-Bretagne. Donc on est dans une situation quasi historique, on est dans une situation où vous avez les salaires qui ne montent pas de la même manière, bien évidemment. Donc, en définitive, qui souffre, eh bien, c'est de nouveau le Britannique et évidemment les entreprises britanniques face à cette hausse de l'inflation. Donc, c'est très, très compliqué de naviguer ici et c'est pour ça que je dis que le gouvernement et la Banque centrale d'Angleterre naviguent totalement à vue parce qu'ils avancent pas de consort les deux main dans la main. Ouais, effectivement. Et cette situation va pousser la Banque d'Angleterre à relever peut-être encore plus fortement ses taux directeurs le 3 novembre prochain. C'est-à-dire qu'après être passé par la case QI temporaire pendant 15 jours, on rachète jusqu'à 65 milliards de sterling pendant 15 jours, on va bien monter les taux et sans doute plus que 50 points de base le 3 novembre prochain. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais le gros problème, alors il le faut évidemment pour casser l'inflation, pour précipiter le pays en récession, puisque c'est la solution qu'on a trouvée comme Paul Volcker au début des années 80. Mais ici, la question, c'est de se dire que, vous savez, quand vous montez les taux, vous voyez aussi les taux hypothécaires pour les gens qui renégocient, pour les gens qui essayent d'acheter, ça a un impact extrêmement important sur les biens immobiliers, donc sur la richesse même des Britanniques. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, il faut monter les taux. D'un autre côté, on a un problème sur les remboursements des cartes de crédit, sur les leasings de voitures, sur l'immobilier, sur plein d'éléments qui seraient à même de faire repartir la croissance économique. Donc, on ne l'a pas du tout. Donc, effectivement, ici, c'est un animal à part, je dirais, la Grande-Bretagne qui commence à mesurer les méfaits, notamment du Brexit. Ouais, l'expérience interdite, comme je dis, le Royaume-Uni. Un bon exemple à ne pas suivre pour nous autres Européens continentaux. Si on prend encore un peu plus le large, John, un mot peut-être de l'ouverture du congrès du 20e congrès du Parti communiste chinois par ce discours prononcé par Xi Jinping hier qui a duré un peu moins de 2 heures. Alors quand on observe la Chine depuis les marchés, John, quels sont les enseignements que vous retirez de la feuille de route qu'a déroulée Xi Jinping ? Alors, j'ai pas entendu votre question, mais je le vois. Chinois et la feuille de route de Xi Jinping, John, quand on observe la Chine depuis les marchés, qu'est-ce que vous retenez de la feuille de route qui a été délivrée par Xi Jinping à l'occasion de l'ouverture du 20e congrès hier ?
Oui, alors, important, très important, et je dirais que c'est le plus important, eh bien, la politique du Covid-0 est conservée. Donc ça, c'est le plus important. On imaginait qu'il pouvait y avoir potentiellement eh bien, un moins grand durcissement, un moins grand durcissement ou un changement de discours sur la politique du Covid-0. On voit aussi, et c'est la certitude, ça n'étonnera personne, qu'un troisième mandat est promis au président Xi. Et puis la troisième chose, c'est qu'on remarque ici que la focalisation sur l'augmentation du budget de l'armée est très importante, tout en rappelant que le Parti communiste chinois est vraiment au centre de l'échiquier. Il l'avait répété l'année passée pour les 100 ans du Parti communiste chinois. Et là, il le répète. Donc, il n'y a pas de changement concernant la politique économique et la politique globale de la Chine actuellement. Et le message va être répété tout au long de la semaine. Et ça veut dire, sur le plan de la conjoncture, John, qu'il n'y a pas grand-chose à attendre d'une relance chinoise dans les prochains mois? Vous savez, Grégoire, les Chinois ont une vision totalement différente de la nôtre concernant la relance économique. Ils savent qu'en 2050, voire avant, ils seront la puissance économique numéro 1 mondiale. Et donc ici, ils ont une vision à plus long terme. Et c'est pour ça qu'ils veulent en finir de leur manière avec la politique du Covid-0. Alors, c'est ici que c'est très intéressant ce que vous avez dit, effectivement, c'est que demain devaient être publiés les chiffres de la croissance chinoise qui sont repoussés à l'après-Parti communiste chinois. Et donc, on voit ici qu'aujourd'hui, on ne se focalise pas sur le court terme, mais c'est vraiment sur le long terme qu'on se focalise, quitte à ce que la croissance chinoise soit en dessous, et elle le sera, des anticipations du gouvernement du début d'année. Il ne fallait pas qu'un chiffre de PIB trimestriel qui aurait donné une vision un peu court-termiste aux investisseurs vienne perturber la grande cérémonie et le 20e congrès du Parti communiste chinois. Merci beaucoup, John. Merci pour votre éclairage cette semaine sur la situation de marché. John Plassard, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.